Allez, bonjour à tous mes petites beautés, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode capsule, donc un épisode court, efficace. On est définitivement en été, en tout cas en mood d'été. Vous pouvez le voir, je suis, pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, en direct de mon canapé, en mood débardeur aussi. Donc là, clairement, on est sur un mood d'été. Je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode. Et on va aujourd'hui parler des caractéristiques communes, des dénominateurs communs qu'on a pu retrouver dans tous les top performers. Je vous ai fait une sorte de synthèse des 40 épisodes qu'on a pu retrouver tout au long de l'année. J'espère que ça va vous plaire. On va se lancer directement sans plus attendre. Vous le savez, sur tout l'été, on fait un format qui est plutôt type capsule, donc format court. Et on prendra les formats longs du coup en septembre où on lancera la deuxième saison. Mais sans plus attendre, je me représente. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Système. Je m'appelle Pierre-Emmanuel Branger. J'ai évolué dans les 10 dernières années dans des environnements de forte croissance et haute performance. J'ai appris les méthodes, les process, les systèmes les plus performants, tant sur le plan du business, sport et autres évidemment. Dans Système, je décortique les systèmes des high performers pour comprendre ce qui fait leur succès et pouvoir le répliquer. On parle donc de psychologie, de performance avec une approche basée sur la science. L'objectif étant de parler de système, on peut parler de système politique, on peut parler de système sportif, bref, l'idée c'est de comprendre ce qui fait le succès des personnes en phase de réussite. Aujourd'hui, du coup, je vous ai préparé un petit épisode qui est sur les dénominateurs communs qu'on a pu identifier dans tous les intervenants de système. J'ai pris mon petit carnet de notes et je vous ai préparé, du coup, je pense, 7 caractéristiques que j'ai pu voir en commun avec les top performers. L'objectif étant de vous faire quelque chose de très simple, facile d'accès, avec un argument, un exemple qui va vous renvoyer du coup aux différents épisodes de la saison que je vous invite du coup pendant l'été à re-regarder puisque en fait c'est un peu un moment d'accalmie et du coup je pense que l'année prochaine ça va évidemment reprendre fort. L'objectif étant de vous amener toujours des invités le plus stimulants intellectuellement. On est parti et du coup je vous laisse dévorer cet épisode. À tout à l'heure les petits amis. Et si vous pouviez savoir pourquoi les personnes qui ont la plus belle réussite ont justement cette plus belle réussite. Et si on était capable d'identifier les axes de développement, les axes qui provoquent le succès de ces personnes-là, de comprendre quels sont leurs raisonnements, quelles sont leurs psychologies, quels sont leurs systèmes, eh bien, c'est ce que je vous propose aujourd'hui dans l'épisode. C'est exactement pour cette raison que j'ai voulu faire cette synthèse des différents épisodes, de côtoyer leur réussite, côtoyer leur quotidien, côtoyer leur système, pour pouvoir le répliquer aujourd'hui. Sans plus attendre, on va se lancer du coup dans les 7 caractéristiques qui sont propres à ces top performers qu'on a pu interviewer tout au long de l'année. La première caractéristique, c'est ce sentiment d'urgence. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont l'impression de devoir aller toujours plus vite que la musique, de devoir toujours rattraper le temps perdu, de devoir toujours être comme s'ils étaient en retard en fait sur leur vie, comme s'ils avaient du temps à récupérer. Et justement, quand on parle de musique, en fait, c'est exactement l'épisode vers lequel j'aimerais vous renvoyer. C'est l'épisode avec Louis Lacoste, qui est compositeur de musique, qui a été fait sous un format vidéo en studio, et je pense que il est vraiment appréciable parce que cet épisode-là, il a été marqué notamment par comment est-ce qu'on peut avoir de la créativité, comment est-ce qu'on peut faire appel à la muse. En fait, dans sa caractéristique de développement, Louis, en fait, il va faire appel notamment à ce sentiment d'urgence. C'est-à-dire qu'il a toujours l'impression de devoir faire avancer plus vite la machine, de devoir avancer plus vite que ce qu'il ne peut. Et donc, je trouvais ça vraiment intéressant. Et donc, en première recommandation, c'est toujours ça. La première caractéristique d'un top performer, c'est de toujours avoir ce sentiment d'être en retard, toujours aller plus vite. La deuxième caractéristique, c'est d'avoir ce sentiment de supériorité. Et du coup, on a déjà évoqué la différence entre l'humilité et les compétences. Et d'ailleurs, on pourra revenir sur ce sujet-là, ces concepts-là. Mais vraiment, ce côté sentiment de supériorité, il est présent chez quasiment tout le monde. En fait, pour mettre une définition un peu des mots derrière ça, c'est de se dire qu'ils méritent, selon eux, d'avoir cette réussite. Pour eux, c'est évident qu'ils vont réussir. C'est pas une question de est-ce que je vais réussir ou pas. C'est plutôt quand est-ce que je vais réussir. Et ça, c'est systématique. Il n'y a pas de question. Alors, évidemment, ils ont des doutes. Évidemment, d'un jour à l'autre, on peut avoir des doutes constants. On peut se dire pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi je me suis lancé dans ça? Pourquoi est-ce que je me fais ça? Etc., etc. Pourquoi est-ce que je m'emmerde alors que je pourrais avoir une vie beaucoup plus simple? Mais finalement, dans quasiment 100% des cas, on a ce truc où, quand ils prennent un peu de recul, ils se disent non, c'est évident. C'est évident que ça va fonctionner. C'est pas une question de est-ce que je vais réussir ou pas? C'est une question de à quel moment? Ils ont le point A, ils ont le point B. Maintenant, c'est comment est-ce que je fais pour y arriver? Et en fait, c'est pas une question de est-ce que je vais arriver au point B? C'est une question de quand est-ce que je vais y arriver? Systématiquement. Et là-dessus, je fais régo à 2 épisodes, je pense. Un épisode avec Aurélien Roy qui, je pense, magnifiquement bien illustre ce propos, employé du McDonald's où il se dit: «Putain, énorme déclencheur, j'ai pas du tout envie de rester sur McDonald's», ça lui fait un énorme électrochoc.
à multi-entrepreneur qui génère plusieurs millions d'euros par an. Et deuxième épisode, c'est celui avec Kevin Dufresne que vous avez vraiment beaucoup apprécié. Kevin a une personnalité extrêmement clivante, qui n'hésite pas à dire les termes, si on peut dire. Et du coup, ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc, c'est un peu le côté pirate de comment est-ce que je suis dans un système, comment est-ce que je peux le contourner. Et en fait, Kevin, c'est pareil, et Aurélien, ils ont toujours ce truc où ils se disent, c'est évident que je vais y arriver. C'est évident que je vais tout niquer. Il n'y a pas de sujet de est-ce que je vais le faire ou pas. C'est à quel moment, à quelle échéance je vais y arriver. Troisième point, ça va être le côté passion. Et en fait, le côté passion, c'est même un peu poussé à l'extrême. Souvent, on va retrouver le truc que tous sont passionnés. Que ça soit le photomontaïste, par exemple, Tan, il est passionné par la photo, par capturer l'image, capturer l'instant, par l'illusion. Mais si on pousse un peu le truc un peu plus loin, c'est qu'ils sont passionnés, mais même quasiment obsessionnels sur les sujets. Je vous donne un exemple qui est très parlant, je pense, l'épisode avec Benjamin Bolla, sur l'immobilier notamment, qui est aujourd'hui marchand de biens. Je vous recommande de le réécouter, cet épisode-là, parce qu'en fait, il explique extrêmement bien de comment il est obsessionnel par phase. Pendant 6 mois, il va se mettre des tunnels de travail sur tel ou tel sujet, et puis en fait, d'un jour au lendemain, ça va complètement passer, et puis il va passer à autre chose. Et en fait, il travaille sur 6 mois, généralement, sur des tunnels d'obsession par phase. Il explique par exemple qu'il a pris une obsession pour la recherche de métaux, avec le détecteur de métaux qui fait bip 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 sur la plage. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Moi, j'ai eu une phase comme ça sur la pêche à l'aimant dans dans la Seine. Et je trouve ça extrêmement intéressant de voir comment d'un jour à l'autre on peut se prendre d'une passion. Moi, par exemple, j'ai aussi une phase j'ai regardé des milliers d'heures de TikTok. Peut-être pas des milliers d'heures, mais au moins des centaines d'heures, c'est sûr, de TikTok, de comment est-ce qu'on peut optimiser la manière de faire le ménage chez nous. Voilà, par exemple, le four, à quelle fréquence il faut le nettoyer. Le micro-ondes, pareil. Sous le canapé, à quelle fréquence. Bref, tout ça, je trouve ça extrêmement important. Comment on optimise les produits de ménage, etc., etc. Bref, tout ça, on retrouve ces caractéristiques un peu communes à un peu tout le monde obsessionnel. Quatrième point, c'est qu'il déteste perdre. Ça, c'est une des questions phares des épisodes. Est-ce qu'on préfère gagner ou est-ce qu'on déteste perdre? Souvent, ils ont une haine viscérale dans, je pense, 80% des cas, une haine viscérale de la défaite. C'est pas tant qu'ils détestent perdre, c'est vraiment qu'ils, ça les horrifie, ça les tétanise, quoi. C'est vraiment, rien que l'idée de perdre, c'est horrible pour eux, c'est le pire truc qui peut arriver. Alors attention, ce concept-là est souvent mal compris. C'est pas tant qu'ils ont peur d'échouer, et au contraire, souvent, ils sont assez propices au fait il faut échouer, il faut se planter, etc. Mais c'est plutôt le fait de perdre, c'est perdre souvent contre quelqu'un, ça c'est très dur, mais perdre aussi, perdre égale définitif. Donc ça arrêter. Arrêter un projet, arrêter une startup parce qu'on peut plus le faire avancer, ça pour eux c'est vraiment extrêmement motivant. Et donc ils veulent absolument éviter de se retrouver dans cette situation-là. Ils vont trouver tous les stratagèmes possibles et imaginables, que ce soit pour récolter de l'argent, pour lever des fonds, etc. Ils vont trouver une solution. Et ça, typiquement, on peut le retrouver dans certains profils. Et il y a des fois aussi une notion de revanche à prendre. Et on va en reparler juste après. Le profil que je trouve vraiment pertinent là-dessus, c'est Yasmine El Attar. Donc Yasmine El Coach sur Instagram. Pareil, épisode hyper stylé qui vous a trop plu. C'est un des meilleurs épisodes en termes de vues et d'écoute que j'ai pu faire dans cette année-là. Très inspirante, Yasmine, et très tournée aussi sur l'autodérision et l'humour. Un gros profil sur Instagram qui apporte beaucoup de valeur, je pense. Je vous conseille d'aller jeter une oreille, vous allez kiffer, je pense. Cinquième caractéristique, sans plus attendre, on a des profils qui sont extrêmement curieux, mais vraiment de manière assez viscérale là encore. C'est une curiosité poussée à l'extrême, et le parallèle de ça, le pendant de ça, c'est que souvent ils refusent de ne pas comprendre quelque chose. C'est-à-dire que s'il y a dans une conversation quelque chose qu'ils ne comprennent pas, auquel ils n'ont pas accès, en fait, ils vont refuser ça, et ils vont ne pas tolérer de ne pas comprendre. Exemple, à la fin de la conversation, ils vont utiliser ChatGPT pour poser des questions et pour comprendre mieux ce qu'ils n'ont pas compris. Là-dessus, et souvent, du coup, ça fait des gens qui sont assez multi-experts, donc experts d'un sujet, mais aussi qui sont capables de parler de manière très pointue avec des gens qui sont assez poussés sur le sujet, d'autres sujets. Je vous donne un exemple, et je pense que le meilleur profil pour ça, et c'est encore un épisode qui vous a vraiment beaucoup plu, c'est l'épisode avec Caroline Mignot, qui a pareil fait un studio qui a été très cool sur YouTube, etc. Je vous recommande de l'écouter. Caroline Mignot, elle est capable de parler de jeûne, de pourquoi, comment, et c'est quoi le process de faire un jeûne, etc. De manière très pointue, quasiment, c'était le jeûne Buchinguet, je crois qu'elle a fait de mémoire. Et elle est capable d'en parler de manière très précise. Pareil, sur la méditation, pareil, sur la Dream Machine, sur comment est-ce qu'on utilise le Oura Ring. Enfin, après, c'est un épisode où on a parlé beaucoup d'accessoires,
Et en fait, je me suis rendu compte que je voulais aller parler de personal branding, de marque personnelle, de comment tu crées du contenu régulièrement à une grande échelle sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, parce qu'elle a du coup 100 000 abonnés, un peu plus de 100 000 abonnés sur LinkedIn et quasiment pareil sur les réseaux sociaux type Instagram. Et en fait, on a dévié complètement de ce sujet-là, de manière très humoristique d'ailleurs, et c'est un épisode très fun. Et en fait, on a parlé de sujets qui n'ont rien à voir. Et j'ai trouvé ça incroyable de se dire, ok, c'est des personnes qui sont capables de parler de tout et n'importe quoi de manière très fluide. Et on passe donc à la sixième caractéristique. Et la sixième caractéristique, ce que j'ai noté sur mon carnet, c'est petites habitudes, grandes réussites. Alors, c'est exactement le titre du livre de Onur Karapinar. Et évidemment, vous l'aurez compris, c'est exactement la personne à laquelle je vais faire référence ici. C'est un des épisodes qui vous a le plus plu, puisque c'est un de ceux qui a eu le plus de vues ou plus d'écoutes au global. Pas le top 1, mais dans le top 3 sans aucun souci. Ce qu'on a décortiqué dans cet épisode-là, c'est justement les habitudes des top performers. Et en fait, ce qu'il en ressort, il y a deux choses. Première chose, c'est qu'ils ont souvent un système d'auto-évaluation. C'est-à-dire qu'ils sont capables de lancer des choses à une certaine fréquence, de prendre de la distance et de comprendre qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et de changer leur système. Ça, c'est la première chose de ces petites habitudes de grande réussite. Et deuxième chose, c'est qu'ils sont capables de faire les choses que les gens n'ont pas envie de faire. Exemple, quelqu'un qui prépare une épreuve sportive de course, il a une session de 1 heure et demie à faire, il n'a pas envie. Il va se dire, ok, bon, bah, je vais y aller, je vais faire au moins 5 minutes. Il se met sur le tapis de course, il commence à faire 5 minutes, et en fait, progressivement, en fait, il se retrouve à faire 20 minutes. Et en fait, il se dit, oh, bah, ok, j'ai quand même fait 20 minutes, je vais faire 30 minutes. Et en fait, progressivement, il va faire son 1 heure et demie de course. Et en fait, même s'il n'a pas envie de faire à la base ses 1 heure et demie de course, il va se retrouver à quand même le faire malgré tout. Et ça, c'est une vraie caractéristique des top performers, c'est que c'est pas une question de discipline, je pense, c'est plutôt une question de système qu'ils ont en place. C'est que le système ne leur laisse pas le choix de oui ou non ils vont faire le truc, mais de quand est-ce qu'ils le font dans la journée et comment est-ce qu'ils le font dans la journée. C'est plutôt ça le questionnement. Et donc, évidemment, dans cet épisode-là, avec Onur notamment, on l'a décortiqué vraiment de manière très précise. Mais ce qui ressort, c'est vraiment ça. C'est être capable de mettre en place un système, des petites habitudes, et qui, in fine, en fait, il n'y a pas des trucs de ouf qu'ils vont mettre en place. Mais par contre, le fait de tenir ces trucs-là sur plus ou moins longtemps, ça permet, in fine, d'avoir une superbe réussite. Et donc, on a toujours l'impression qu'il y a des secrets que les gens ne nous disent pas, qu'il faut manger d'une certaine manière, par exemple, pour avoir une esthétique de ouf. Et en fait, c'est pas vraiment ça, c'est être capable de comprendre le compromis, le système qu'il faut mettre en place, et être capable de le tenir ad vitam aeternam, quoi, donc pour la vie. Voilà, ça c'est pour la sixième caractéristique. Et la septième caractéristique, on enchaîne, comme vous l'avez compris, hein, l'idée c'est pas de rentrer dans le détail du détail, c'est de vous donner un peu la digestion de tout ça. La septième caractéristique, c'est que souvent, et ça c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce que j'aurais pu moi imaginer, c'est qu'ils ont eu une enfance compliquée. Ils n'ont pas eu une enfance généralement dorée, avec beaucoup de revenus, ou une enfance où ils avaient accès à tout, par exemple en termes de moyens, d'éducation, etc. C'est pas des gens qui ont été extrêmement dans des familles cultivées particulièrement, avec accès à l'art, à la musique classique, etc. C'est pas vraiment ça qui fait la différence, a priori. C'est plutôt que, au contraire, ils ont une enfance qui est compliquée. Soit, au contraire, ils avaient des parents qui étaient assez stricts. Je pense par exemple à l'épisode avec Timothée Moirou, qui en parlait très bien. Donc, enfance assez stricte, très, ouais, très rigoureuse sur les règles à respecter avec les parents, etc. Soit on voit qu'ils ont quelque chose à prouver en tant qu'enfant. Soit c'est les profs qui ont été un peu difficiles avec eux, donc ils veulent prendre leur revanche. Soit ils se sont fait un peu bisuter à l'école, ou ils étaient en décalage à l'école. C'est ceux qui étaient un peu bisutés, qui étaient un peu en décalage, peut-être un peu trop matures pour l'époque à l'école, ou au contraire qui étaient un peu en manque de maturité. Enfin voilà, qui étaient un peu bully, on dirait en anglais, qui sont un peu fait parceler, mais qui sont un peu fait malmener à l'école. Donc souvent, ils ont des trucs à prouver, et c'est ce sentiment de revanche qui peut provoquer justement le fait de se mettre en place un branle-bas de combat et de provoquer une grosse réussite, une top performance. Et à l'inverse, tous, donc dans 100% des cas, ils ont tous eu des parents qui leur laissaient une grande liberté, et surtout qui les mettaient en face des responsabilités extrêmement jeunes. Ça, c'est, je pense, le point qui est commun à tous, à 100%. C'est-à-dire qu'on se rend compte que l'éducation des parents faisait que ils mettaient en face des responsabilités. Ils leur parlaient comme des adultes, et surtout, par exemple, exemple très simple, et je pense que voilà, Timothée en est un bon exemple, et il en parle très bien d'ailleurs avec la danse quand il est petit, c'est si il commence à faire une année, une licence de danse, même si en cours d'année, ils ont plus envie d'aller à la danse, et ben en fait, les parents les forcent à faire l'année complète, parce qu'en fait, ils se sont engagés auprès de leurs profs, auprès de leur équipe, etc.,
à faire de la danse, donc il faut qu'il fasse l'année, au minimum l'année scolaire, en entier. Et en fait, ça va vraiment beaucoup fait écho à mon passé personnel sur ce point-là. Pourquoi? Parce que, vous le savez du coup, peut-être pas, mais j'ai fait du karaté, on va dire, à haut niveau quand j'étais plus jeune et en fait, il y a plein d'années où j'avais envie d'arrêter en milieu de l'année. Mes parents, en fait, m'ont toujours obligé à aller jusqu'à la fin de l'année parce que j'ai qu'une parole. Je me suis engagé en début d'année à prendre ma licence au karaté et donc j'ai fini l'année scolaire au minimum. Et en fait, l'année suivante, je me suis remis, puis je m'y suis remis, et puis je me suis remis. Et en fait, sans avoir fait ça, peut-être que j'aurais abandonné en cours d'année, peut-être que j'aurais complètement arrêté le karaté, peut-être que j'aurais jamais eu la réussite que j'ai eue au karaté. Et ça aurait été dommage pour la simple et bonne raison que je pense que par le karaté, par ce côté art martial et par la pratique en compétition que j'en ai fait, je me suis acheté, je me suis payé des extrêmement belles leçons. Et d'ailleurs, je vous en parlerai dans certains épisodes de la saison prochaine, des extrêmement belles leçons pour la vie. Et sans ça, je pense que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc je pense que le côté de un, je m'engage à faire le truc, je m'efface à mes responsabilités, et 2, je m'oblige à faire le truc parce que j'ai qu'une parole et je vais jusqu'au bout, c'était extrêmement important. Donc voilà, il y a vraiment ce côté responsabilité, responsabilisation, et ça boucle aussi avec le fait que les parents ne mettaient pas des règles, enfin ne mettaient pas des choses particulièrement ultra strictes dans 100% des cas, mais dans 100% des cas, il y avait des règles du jeu qui étaient extrêmement particulièrement bien définies, et en fait, les enfants savaient exactement où est-ce qu'ils avaient le droit de jouer. Il n'y avait pas de côté violence physique, par exemple, ou violence verbale, mais par contre, ce qu'il y avait, c'est une responsabilisation de si tu joues pas les règles du jeu, si tu es hors jeu, et si tu respectes pas le truc, alors tu sais que tu as fait de la merde, quoi. Et ce côté responsabilité extrême de l'enfant dès le plus jeune âge, ça on le retrouve vraiment dans tous les profils. Et c'était intéressant de le noter. Voilà, c'est tout pour cet épisode, mes petites beautés. J'espère que ça vous a plu. C'était un peu la substantifique moelle de l'analyse que j'ai pu en faire, en tout cas, sur les 40 épisodes que j'ai pu faire avec les top performers. Évidemment, ça va évoluer, puisqu'on va faire une deuxième saison à partir du mois de septembre. En attendant, profitez de l'été pour déconnecter, réécouter peut-être certains épisodes, m'envoyer évidemment des messages parce que, bah, vous le savez, c'est un peu mon carburant. Aujourd'hui, le système ne vend rien concrètement. Donc en fait, mon seul carburant, c'est ma passion, c'est le fait d'apprendre des choses, c'est le fait de rencontrer des gens extrêmement stimulants, et évidemment, c'est d'avoir un impact auprès de vous. Donc voilà, si vous avez deux choses que je peux vous demander dès maintenant, si vous avez le temps de mettre quelques notes sur soit Apple Podcast, soit Spotify. Sur Spotify, il faut cliquer sur les petits points en haut. Il y en a beaucoup qui me demandent comment est-ce qu'on fait. Bah voilà, il suffit de vous mettez la page système tout en haut, vous cliquez sur les trois petits points, et puis ensuite vous allez pouvoir mettre une note en fait sur le podcast. Donc encore une fois, si ça vous prend peut-être 30 secondes, si vous avez le temps de mettre 30 secondes une note, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi mettre des questions-réponses, enfin des questions sur Spotify, me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Abonnez-vous aussi sur Spotify, ça compte énormément pour moi, même si vous n'écoutez pas le podcast sur Spotify, que vous l'écoutez genre sur YouTube ou sur une autre plateforme de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour la simple et bonne raison que moi, ça m'aide énormément à remonter dans le classement de Spotify et donc d'avoir une plus grande visibilité. Et évidemment, je sais que parmi vous, il y en a plein qui écoutent le podcast mais qui ne sont pas abonnés. Et moi, ça m'aide énormément en fait en backstage. Encore une fois, ce podcast, il fonctionne par la passion, par le don de mon temps pour vous, et aussi parce que j'apprends des trucs. Mais pour autant, voilà, aujourd'hui, si vous avez envie de me remercier pour ça, parce qu'il y a plein d'autres personnes parmi vous qui m'envoient des messages tous les jours, bah, avec grand plaisir de me remercier comme ça. C'est le plus beau cadeau que vous pourriez me faire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu comme épisode, et je vous dis à la semaine prochaine. Encore une fois, on aura une capsule, et la semaine prochaine, ça sera, je pense, sur mes 3 lectures de l'été que je vous recommande. Donc voilà, au bord de la piscine, toujours un petit livre, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien, et on en parlera la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine, à lundi mes petites beautés, et c'était PE. Ciao ciao.